de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Le pacte enseignant, deux mots qui cristallisent les tensions en salle des profs en cette rentrée. Mais en quoi ça consiste réellement? Et surtout, pourquoi cela suscite de vives réactions? On en parle dans un instant avec nos invités. I do speak English, en une phrase que l'on souhaite tous vouloir prononcer et bien surtout avec le bon accent. On en parle aussi dans notre bon point du jour. Puis comme chaque vendredi désormais, Loïc Landreau nous déniche les meilleurs spots pour sortir avec vos enfants le week-end et la semaine à suivre. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Hier soir, le Conseil d'État a bel et bien validé l'interdiction de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires. Oui, c'est l'association Action Droit des Musulmans qui avait déposé un référé pour faire annuler la décision du gouvernement. Mais la haute juridiction française a considéré que le port de cette robe longue constituait bien, je cite, une logique d'affirmation religieuse. Le juge estime que l'interdiction du port de ces vêtements ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. C'est ce qui est écrit dans le résumé de cette décision. Et ce matin, Stanislas Guerini, qui est le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, s'est réjoui de cette conclusion. Il a tenu aussi à féliciter tous les chefs d'établissement et les personnels éducatifs qui ont su gérer cette rentrée malgré ce contexte tendu. Je veux dire que je les ai trouvés remarquables. Remarquables parce que dans l'explication, dans le dialogue, dans l'apaisement, et je pense que c'est comme ça que ça doit marcher à l'école. Donc mon message, c'est qu'ils ne sont pas seuls pour faire appliquer la loi. C'était d'ailleurs demandé en réalité par le monde de l'enseignement. Ils demandaient de la clarté, ils demandaient aux responsables politiques, au ministre de l'Éducation nationale, de prendre ses responsabilités et de donner des instructions claires. C'est ce que mon collègue Gabriel Attal a fait, et je crois que c'était bien pour l'école de la République, mais aussi pour les enseignants et ceux qui sont en première ligne pour faire appliquer la laïcité, parce que l'école de la République est une école laïque. Stanislas Guerini qui parle de dialogue et d'apaisement, manifestement, ce n'est pas le cas partout. On a appris ce matin qu'à Clermont-Ferrand, un proviseur a été menacé d'égorgement par le père d'une jeune fille qui avait refusé d'enlever son abaya. L'élève est donc rentrée chez elle. Son père a immédiatement appelé le chef d'établissement, mais il a aussi eu en ligne une CPE et un agent à qui il a également proféré des menaces de mort à l'encontre du proviseur. L'homme a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission du service public. Il devrait faire l'objet d'une convocation directe avec contrôle judiciaire. La jeune fille, de son côté, affirme qu'elle ne portait pas l'abaya, mais un vêtement ample. Le proviseur n'a pas souhaité s'exprimer sur l'incident pour l'instant. Et sur ce sujet, l'expérimentation de l'uniforme avance bien dans les Alpes-Maritimes. Et oui, dès l'annonce de Gabriel Attal, le département a officiellement candidaté pour tester la tenue unique dans la plupart de ses collèges. Hier soir, Éric Ciotti était sur BFM Nice, c'est le député des Alpes-Maritimes, président des Républicains. Il a expliqué qu'il était en contact régulier avec Gabriel Attal, qui était très à l'écoute pour tester justement les uniformes dans les collèges azuréens. Cela devrait se faire dans les semaines qui viennent, a conclu Éric Ciotti. Et ce sera d'ailleurs également le cas dans les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son président, Laurent Wauquiez, l'a annoncé ce matin en marge de l'inauguration d'un lycée à laquelle Gabriel Attal a assisté. D'ailleurs, notre ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, semble tellement apprécier le terrain et le contact qu'il a décidé de passer 3 jours en immersion dans un lycée. Oui, c'est une sorte de ma vie d'enseignant. Les mauvaises langues diront peut-être un rendez-vous en terre inconnue. Quoi qu'il en soit, effectivement, Gabriel Attal a annoncé qu'il voulait se rapprocher des problématiques réelles, concrètes, palpables des enseignants. Et donc, il va aller passer 3 jours et 2 nuits dans un lycée avec ses équipes. Ce sera du 20 au 22 septembre. On sait quel établissement il a choisi? Alors, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Le ministère indique que rien n'a été acté, mais on sait quand même que ce sera plutôt dans l'est de la France. Et le programme est clair. 15, écoutez bien, 15 des conseillers et conseillères du ministre seront du voyage et ils seront rattachés à un membre du personnel du lycée qui correspond à leur spécialité. Par exemple, le conseiller harcèlement de Gabriel Attal passera les 3 jours avec le référent harcèlement de ce lycée. Et on termine avec ce témoignage du chanteur Calogero que l'on salue bien sûr, qui apporte son soutien aux enseignants.
Il était l'invité d'RTL ce matin pour parler de la sortie de son 9e album. Et il a raconté avoir reçu, je cite, une paire de claques de la part de sa maîtresse de CP. Et c'est une des raisons, selon lui, qui a fait qu'il était en échec scolaire jusqu'en 4e. Néanmoins, aujourd'hui, bien sûr, il est sorti de tout ça et il constate que les temps ont changé, que les enseignants sont plus à l'écoute et qu'aujourd'hui, ce sont les enfants et leurs parents qu'il est plus difficile, bien sûr, à appréhender. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je pense que les enfants sont mieux aimés qu'à l'époque, sont plus aimés, plus chéris. Mais le revers de la médaille, c'est que parfois, on fait moins confiance aux enseignants. Parfois, il y a des élèves qui disent carrément vous n'avez pas à me parler comme ça, sinon je vais en parler à mes parents. C'est le problème de l'enfant roi. Mon enfant est un génie, est différent, vous ne l'engueulez pas, etc. Ça stoppe immédiatement l'autorité des enseignants qui aujourd'hui, à mon avis, sont mieux que dans les années 70-80. Et voilà, je pense qu'il faut soutenir aussi les profs. Merci beaucoup Loïc, merci pour ces informations. Le pacte enseignant lancé en cette rentrée prévoit une hausse de rémunération, mais oui, il y a un mais, soumise à de nouvelles missions pour les enseignants volontaires. On va en parler bien entendu. Les syndicats dénoncent des hausses avec contrepartie quand le gouvernement tente de gagner son pari du un prof devant chaque élève. Alors le pacte enseignant, qu'est-ce que c'est? On en parle dans cette émission. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Davia Wadia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef au journal L'Étudiant. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Et Norman Gourrier, un fidèle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes secrétaire général du SNCL, le syndicat national des collèges et lycées. On parle donc du pacte enseignant. On a parlé beaucoup ensemble, bien sûr, sur ce plateau, mais on va quand même rappeler, parce que cette rentrée, c'est une nouvelle rentrée, et on va rappeler ce que c'est déjà. 853 000 enseignants qui donc font leur rentrée scolaire. Les profs volontaires pourront donc toucher un complément de salaire. Dit comme ça pourrait être tentant. Dit comme ça, non? Tout à fait. Norman. Oui, c'était le deuxième volet annoncé des mesures du président de la République pour la revalorisation du pouvoir d'achat des enseignants. Et on voit sur le terrain maintenant arriver les fameuses promesses de missions complémentaires via le pacte. Bon, les premiers chiffres, vous les avez, comme moi. En tout cas, les plus ambitieux du ministère annoncent un peu moins d'enseignants sur 3 qui va se trouver dès octobre engagés dans une mission du pacte. Un enseignant sur 3, vous avez les mêmes chiffres de votre côté? On a les mêmes chiffres. À Paris, a priori, c'est effectivement 17% dans le primaire et dans le premier degré et 23, je crois, dans le second degré. Est-ce que c'est important d'étudier les chiffres en fonction aussi des régions et justement de la diversité territoriale, ou la désertification territoriale plutôt qui serait oui, notamment pour les professeurs du premier degré, où la mission qui leur est proposée en priorité, c'est de venir faire le soutien de français mathématiques en 6e, c'est-à-dire dans les collèges. Or, dans un tissu urbain comme celui de Paris, c'est plus simple d'avoir un collège à proximité de son école. En milieu rural ou en province, parfois, ça suppose plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres, et donc c'est d'autant plus difficile d'accepter une de ces missions pour les professeurs du premier degré, qui par ailleurs ne peuvent pas trop s'engager dans les autres missions qui ne sont pas compatibles avec leur emploi du temps hebdomadaire. Oui, justement, il faut qu'on décrypte tout ça. Ce pacte a été annoncé donc par le ministre Pap Ndiaye en septembre 2022 pour trouver une solution au problème de la rémunération et pallier le manque de profs. Donc c'est deux informations importantes quand même, parce qu'on sait qu'il y a une absence terrible et malheureuse des professeurs. Donc on a fait beaucoup de recrutement de contractuels, formés donc en très peu de jours, 4 jours. C'est un premier point important. Et la deuxième, c'était le point de la rémunération. Donc 2 arguments avancés pour, si je ne me trompe pas, signifier ce pacte enseignant et l'importance de ce pacte. Comment ça se traduit un an après ? Norman Gourrier. Eh bien, donc des missions proposées en octobre qui vont être signées par les professeurs volontaires à condition qu'il y ait des missions pour eux. Donc nous constatons déjà sur le terrain que les établissements reçoivent des enveloppes qui contiennent moins de missions potentielles qu'il n'y a d'enseignants dans les établissements. Donc le rêve idéal que chaque professeur puisse bénéficier d'une de ces missions, ce n'est qu'une utopie. Et on le voit bien qu'en vérité, à peine 1 sur 3, même moins d'1 sur 3, aura une mission. Peut-être certains en auront plusieurs, mais beaucoup d'entre eux n'en auront aucune. Ensuite, on a transformé en mission des choses que les professeurs faisaient déjà avant.
Dans certains cas, en les payant un petit peu mieux, ou en tout cas si on fait un calcul simple en regardant les chiffres, on a l'impression d'être un peu mieux payé. Mais comme on est payé en indemnité et non pas en salaire, on perd en cotisation retraite. C'est quelque chose que les jeunes enseignants voient moins. Certes, ils ont l'impression d'avoir un peu plus d'argent avant quand ils remplacent un professeur dans le cadre du pacte plutôt que de le faire à l'ancienne en heures supplémentaires. Mais en vérité, c'est de l'argent qu'ils n'auront pas en retraite complémentaire dans quelques années. Donc on leur donne tout de suite ce qu'ils auraient dû avoir plus tard. Quand vous dites qu'ils le faisaient déjà avant, ils étaient payés pour ça aussi. Oui, dans le cadre des heures supplémentaires classiques. Voilà, aujourd'hui, donc, on a un cadre du pacte qui affiche un revenu un peu supérieur à l'heure, mais qui, par contre, est moins intéressant au niveau de la cotisation retraite. Donc, l'un dans l'autre, on est à peu près au même niveau pour les jeunes enseignants. Et pour les plus anciens, c'est encore pire, puisque eux ont le droit normalement d'être payés un peu plus à l'heure supplémentaire classique. Et là, on se retrouve avec un pacte qui leur propose le même travail pour moins d'argent. Donc évidemment, pas du tout d'attractivité sur ce... Et avec l'argument de l'inflation, c'est un vrai argument ça, Davia Wadia? Alors, est-ce que c'est un vrai argument ? Non. Pourquoi? Simplement parce que, comme vous le disiez, comme c'est sur la part variable, ça dépend vraiment des volontaires. Et on le sait aussi qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas y accéder. On voit déjà qu'il y a certainement des inégalités, par exemple, de genre, qui peuvent se manifester. Les femmes qui sont déjà engagées parce qu'elles ont des enfants ne pourront certainement pas faire ces missions complémentaires. Alors, les hommes ont des enfants aussi. Les hommes ont des enfants aussi. Mais souvent, effectivement, vous dites qu'en fait, c'est les femmes qui vont avoir le rôle de prendre en charge la sortie des classes, etc. Exactement. Moins d'heures. Ouais. Exactement. Et on le voit aussi, vous le disiez, sur le premier degré, les professeurs ont un volume horaire plus élevé, donc pourront moins faire ces missions. Et la notion de volontariat est aussi un peu problématique, parce que l'idée, c'était de revaloriser la rémunération du métier d'enseignant. Et on l'a fait en partie, avec la partie socle, etc. Néanmoins, le côté travailler plus pour gagner plus pose à mon sens problème. Et oui, justement, parce qu'on y vient un peu. Hein, c'est des mots qu'on a entendus il y a quelques années quand même et qui nous rappellent évidemment Nicolas Sarkozy. Contestable ou pas, Norman Gourrier, on en a parlé ensemble ici sur ce plateau. Quelques mois après, le constat c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment ça ou... Oui, le pacte n'est pas un complément de rémunération. C'est juste des opportunités de travailler davantage pour avoir l'argent qu'on mérite pour ce travail supplémentaire. Donc on n'est pas du tout dans une réponse à la descente financière et sociale qu'a subi le métier de professeur depuis 30 ans. Alors si on poursuit, ça veut dire est-ce que la considération finalement portée aux enseignants est telle qu'on se dit, finalement ils ont du temps, ils ne travaillent pas beaucoup, donc ils peuvent bosser un peu plus finalement? Alors c'est un message qu'on peut entendre, surtout sur certaines missions qui sont chronophages, qu'on leur propose comme si leur emploi du temps était extensible, ce qui est un petit peu problématique. Après, comme je vous l'ai dit, certaines missions du pacte transforment des choses acquises et qui parfois étaient faites bénévolement par certains professeurs. Donc là, on ne peut pas nier qu'il y a un mieux, des gens qui s'engageaient pour de la coordination de réseau bénévolement. Aujourd'hui, on peut mettre une étiquette, on peut mettre une mission de pacte et on peut la rémunérer. On n'en a pas complètement fini avec les inégalités parce qu'on voit déjà que dans certains établissements, une même mission va donner lieu à une part ou une part et demie fonctionnelle de pacte et dans d'autres, une demi-part. Donc pour un même travail exercé dans deux établissements différents, le chef d'établissement n'aura pas eu la même appréciation ni au final le même choix de rémunération pour le collègue. Donc il y a encore des disparités, mais c'est néanmoins un peu mieux qu'avant. Quand je parlais d'inflation avec Davia Wadia, j'aimerais votre avis, Norman Gourrier, parce que est-ce que l'inflation ne joue-t-elle pas le rôle d'obliger pour les enseignants? Vu la situation où la plupart des gens se retrouvent avec un manque à gagner énorme, avec des frais colossaux pour se nourrir, se loger, etc., est-ce que finalement on n'est pas un peu obligé de signer ce pacte quand on est enseignant? Alors, quand vous voyez les derniers chiffres de l'INSEE qui indiquent que près de 30% des Français sautent un repas par jour pour lutter contre l'inflation actuelle, vous imaginez bien que même au niveau des enseignants qui sont maintenant dans la classe moyenne, voire moyenne inférieure, par le déclassement qu'ils ont subi depuis 30 ans, ils sont touchés. Ils ont perdu 30% de leur pouvoir d'achat depuis les années 80. Donc on est vraiment passé d'un métier qui était un métier de cadre, rémunéré à un niveau qui permettait aux gens d'avoir un niveau de vie bourgeois, une résidence secondaire, etc., à maintenant un cadre, un salaire moyen. Donc ils sont impactés par l'inflation, une inflation de 10 à 11% sur ces derniers mois, quand le socle a apporté au mieux 6% de revalorisation pour les plus jeunes et pour certains 3 à 4% seulement. Et encore une fois, ce sont les anciens ou les plus engagés dans la carrière qui ont eu le moins proportionnellement. Et ce sont les mêmes qui ont le moins d'intérêt à faire le pacte puisque, comme je vous le disais, il est moins bien payé pour eux que le salaire garanti par leur statut. C'est surtout ça. L'humiliation, elle est là, c'est pour les enseignants de milieu et de fin de carrière qui ont l'impression qu'ils sont encore les oubliés, que tous ces dispositifs qu'on a promis, ils ne les ont pas. Ils n'ont pas la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ils n'ont pas la prime d'attractivité
d'attractivité. Ils ne vont pas faire ces heures supplémentaires parce qu'elles sont moins bien payées que les heures classiques. Et là, pour eux, c'est parfois l'humiliation de trop. Et la question de la rupture conventionnelle, de la démission, se pose pour les plus de 50 ans dans l'éducation nationale à l'heure actuelle. Donc on a l'effet inverse qui est voulu. Et oui, c'est ça, parce que c'est l'effet inverse qui va se produire. Donc du coup, déjà qu'on manque vraiment cruellement d'enseignants, on peut imaginer que la suite puisse être pire. C'est possible. Surtout que là, on voit que, par exemple, au niveau du recrutement des enseignants, au niveau des concours, on est toujours en pénurie. On est toujours, il y a encore des spécialités, enfin des filières qui n'ont pas assez de jeunes diplômés. Lesquels précisément? Maths, en maths notamment, en allemand, si je ne dis pas d'erreur. Et notamment en Île-de-France. Donc, en fait, entre les anciens qui veulent partir et puis, on ne revalorise pas encore, l'attractivité, elle n'est pas encore là. Le problème risque d'être encore plus fort les années à venir. Ce qui est étonnant, c'est de rappeler l'effort de communication qui aurait dû être fait compte tenu de la situation que vivent le personnel éducatif, enseignants et autres depuis maintenant, j'allais dire 10, mais 20, peut-être même 30 ans. Les hurlements étaient là, très présents ces 2 dernières années. Et on a évidemment parlé sur ce plateau de nombreuses fois. Donc, voir ce pacte enseignant arriver, quelque part, est-ce que c'est véhiculer vraiment une tentative de réconciliation ou est-ce que c'est marquer encore plus une position verticale d'affirmation du président vis-à-vis de ses citoyens? Je pense qu'on est dans l'entre-deux parce que c'est un système très complexe. On ne peut pas nier qu'il y a des éléments qui vont permettre à des enseignants d'accéder à un meilleur salaire, ou en tout cas à plus d'argent à la fin du mois et que c'est important, notamment pour les professeurs du premier degré qui, par leur définition de leur mission, ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires. Donc grâce à cela, évidemment, on ne peut pas nier qu'ils vont pouvoir en faire. Il y a certaines missions qui n'étaient pas reconnues qui le sont, donc ça, on ne peut pas non plus le nier. Mais à côté de cela, il y a aussi une idéologie à l'arrière qui est la contractualisation des enseignants. Ces enseignants qui sont fonctionnaires vont faire en plus de leur travail des nouvelles missions contractuelles, puisque c'est un contrat qu'on signe à l'année à courte durée, donc c'est une nouvelle logique, comme si l'éducation nationale, faute d'avoir assez de candidats à contractualiser, vient à contractualiser en surplus ses propres enseignants pour faire 2 travails en même temps. Et ça, c'est une logique qui montre vraiment la pénurie face à laquelle on est pour le recrutement dans le métier, que n'arrivent pas à cacher les fermetures de classes qui ont été quand même assez nombreuses aussi à la rentrée, et qui, si elles n'avaient pas été là, et c'est ce que le ministère a fait, ferait encore plus manquer d'enseignants devant les classes. Une réaction, Davia Wadia? Ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'effectivement, avec cette part variable, alors certes, le socle a été revalorisé, mais assez peu, finalement, par rapport à ces 30 dernières années. Et du coup, on se rend compte, effectivement, qu'il y a quand même une logique de « vous ne travaillez pas assez, vous pouvez en faire plus ». Auprès d'enseignants qui travaillent déjà énormément et qui s'engagent aussi déjà énormément. Donc oui, il y a du mieux, etc. Mais cette logique de variable reste, à mon sens, assez problématique dans le message du gouvernement, finalement. Le président de la République se targue d'une revalorisation qui n'a jamais été aussi importante depuis 30 ans, vrai? Oui, mais ça se cache derrière les chiffres que je vous évoquais tout à l'heure, puisqu'on donne de la prime, on donne de l'indemnité. C'est très intéressant pour le gouvernement parce que ça coûte moins cher. Il n'y a pas de cotisation patronale et sociale sur les primes à la même hauteur que du salaire. Et les enseignants eux-mêmes, a priori, voient de l'argent arriver à la fin du mois en plus. Donc c'est pour la retraite, mais en revanche, il y a des acquis au niveau du droit au chômage, à la santé, à la retraite qui viennent des cotisations sociales qui disparaissent un petit peu dans la vapeur de tout ça. Et ça, on n'y pense pas assez. Mais ça fait partie du lot. Alors, tout ça, c'est effectivement ce qu'est le pacte enseignant. Est-ce qu'on peut y penser, en tout cas, d'un côté comme de l'autre? J'aimerais qu'on parle de comment ça va se passer concrètement ensemble. Un enseignant pourra donc remplacer un de ses collègues sur une autre matière que la sienne ou pas? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limitation. Un prof de maths pourra faire un cours de français ou d'histoire ou de techno. Il pourra prendre la place du professeur de français qui est absent, mais pour faire des maths. Donc ça veut dire qu'au gré des hasards des professeurs disponibles, les élèves qui auraient perdu telle ou telle heure d'une discipline pour une absence de professeur auront une heure d'une autre discipline, mais ça ne veut pas dire qu'on leur garantira le volume horaire. Donc un professeur de maths enseignera des maths. Voilà, normalement, mais pas de la on ne peut physique. pas lui imposer de faire autre chose. Ni Après, la techno. S'il a des compétences particulières et qu'il se sent capable et qu'il travaille avec son collègue de techno, il se sent capable de faire le cours que le professeur de techno a préparé, il est tout à fait possible de s'entendre. Mais en tout cas, ça n'est ni imposable, ni demandé dans le dispositif. D'accord, donc tout d'un coup, des élèves pourraient se retrouver, par exemple, avec 4 heures d'histoire géo contre 2. Oh oui, même des scénarios encore plus caricaturaux que cela. On peut avoir un professeur de français qui est en congé maternité sur plusieurs mois et on n'a pas de remplaçant. Et donc tous les professeurs qui vont venir se succéder dans la classe seront
une fois l'histoire géo, une fois la mathématique, et ça fera des heures en plus pour les élèves, mais ils n'auront toujours pas eu de français. Une autre façon de travailler le français, mais... c'est tout à fait ce qui va se produire. Oui. D'accord. Les professeurs sont susceptibles de remplacer des personnels dont les métiers ne sont pas vraiment les leurs, mais, ou les mêmes. J'entends par cela, par exemple, une infirmière parapsychologue, une AVS, tout le personnel éducatif. Normalement, non. Les statuts, en tout cas pour les titulaires fonctionnaires, les statuts nous obligent à des obligations qui sont compatibles avec nos missions, nos diplômes, et donc disciplinairement pour les enseignants. C'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de contrainte à remplacer un professeur dans une autre discipline que la nôtre, parce que nos statuts, tout anciens qu'ils soient, nous protègent encore et font que nous ne sommes quand même pas corvéables à merci et hommes et femmes à tout faire. On parle d'un dispositif qui a été vraiment bien préparé ou pas, Davia Wadia, selon vous? Alors, il y a eu une concertation qui n'a pas très bien commencé. Donc oui, il y a eu une forme de préparation. En tout cas, il y a eu une écoute pour aboutir à ce pacte et à cette proposition. Est-ce que c'est bien préparé? Nous, on a pas mal suivi les réactions syndicales, et c'est vrai que dès le démarrage, ça partait pas très bien. On a l'impression que c'est préparé, que c'est en place dès la rentrée, que ça a été assez rodé. Néanmoins, les textes sont arrivés assez tard aussi. Ils sont arrivés cet été. Donc, on a quand même l'impression d'une précipitation et puis d'un espèce de flou. Parce que finalement, ce pacte, on en a parlé, le président l'a annoncé en avril officiellement. Et puis, tout s'est un petit peu accéléré. Donc, il y a eu cette concertation qui ne s'est pas très bien passée, et puis cette mise en place. Et du coup, il y a aussi le côté, est-ce que la concertation a été réelle, ou est-ce que finalement, ils n'avaient pas déjà en tête tout ce dispositif, et qu'il arrive finalement à un moment où le gouvernement décide de mettre en valeur le fait qu'il souhaite valoriser finalement le métier des enseignants. Quelle est la place de la hiérarchie du professeur dans le processus, par exemple? Un professeur qui a 30 ans d'ancienneté, est-ce que lui va pouvoir choisir, par exemple, de remplacer un prof absent plus qu'un autre ou pas? Non, les décisions relèvent soit de l'inspection IUN de section pour le premier degré, soit du chef d'établissement qui décide avec l'avis du conseil pédagogique. Donc évidemment, des professeurs qui sont un peu plus engagés dans la vie de l'établissement, qui siègent au conseil d'administration de l'établissement, vont voir arriver le projet de répartition, par exemple. Donc ils ont leur mot à dire démocratiquement dans cette instance, mais c'est néanmoins le chef d'établissement qui transmet ensuite sa proposition finale au rectorat, et c'est donc le rectorat qui ensuite fait redescendre les ordres de mission. Un professeur seul, lui, n'a pas vraiment à choisir, mais il exprime des vœux, et en fonction de la relation qu'il a avec le chef d'établissement, celui-ci peut en tenir compte ou non. Et oui, c'est ça, parce que comment ça va se passer en salle des profs? Il risque d'y avoir des petites guéguerres quand même. On savait qu'effectivement, c'est une manière assez terrible d'introduire des dissensions dans les équipes, bien sûr, là où il y a beaucoup plus de volontaires qu'il n'y a de parts à répartir. D'autres scénarios aussi émergent. On a des établissements où les équipes sont solidaires, signent des pétitions en bloc, et où aucun professeur ne prendra de pacte à la rentrée de tout l'établissement. Mais est-ce que les parents ne réagissent pas forcément bien à cela, parce qu'ils ne comprennent pas? Le but du pacte aussi, comme vous le disiez il y a quelques minutes, c'est de pouvoir avoir un prof devant chaque élève. Oui, c'était le but, mais on rappelle dans ce cas-là qu'on a des professeurs titulaires sur zone de remplacement ou des bataillons de remplacement, des équipes de remplacement volantes dans le premier degré qui existent. Il n'y en a pas assez parce qu'on ne les recrute pas, mais il y a un dispositif qui existe. Ce sont des professeurs qui sont surnuméraires, titulaires, recrutés pour remplacer à n'importe quel moment les autres professeurs. Et on a cessé de recruter ces profils-là parce qu'ils coûtaient trop cher. Donc la pénurie, le problème du remplacement de professeurs de courte durée qu'on rencontre, ce n'est que le fruit de décisions financières qui ont été prises par le gouvernement. Donc remettre maintenant, aujourd'hui, la faute sur des enseignants qui refusent de se faire contractualiser et de devenir sifflables à n'importe quel moment, parce que je précise que les conditions dans lesquelles on peut être appelé à remplacer un professeur sont déterminées établissement par établissement. Donc vous en avez certains qui vont pouvoir déterminer une durée de prévenance de 48 heures, 72 heures, d'autres de 24 heures, d'autres qui vont créer des astreintes toute l'année, telle heure, tel jour, on doit être disponible. Donc les règles vont être très différentes. Donc ça veut dire que par exemple, mon directeur d'établissement m'appelle un jeudi, me dit écoutez, j'aimerais bien que vous soyez là demain pour remplacer telle heure monsieur un tel, et moi je suis obligée de dire oui.
Oui, dans certains établissements, si la règle a été finie comme ça, je ne pourrais pas le refuser, sauf avoir un motif d'autorisation d'absence aussi légitime qu'on nous en demande habituellement, donc convocation syndicale, maladie, mais effectivement, c'est une mission imposable. D'accord, oui, donc ça risque quand même de créer de grosses tensions. Et oui, et même on va même au-delà, puisqu'on a des établissements qui décident même de bloquer des heures libres sur l'emploi du temps. Donc le professeur n'a pas d'heure à l'emploi du temps de 13h à 14h le jeudi, mais il se doit d'être disponible tous les jeudis de l'année s'il y a un professeur. Et s'il ne l'est pas, c'est considéré comme un manquement à son poste. On a en tête plutôt les grandes villes et les villes moyennes. Parlons des petites villes, petits villages, les zones rurales. Comment ça se passe de ce côté-là? Parce que pour des établissements où déjà il y a un manque cruel de profs, où on tente effectivement de recruter un maximum, on peut imaginer que le pacte enseignant soit peut-être intéressant pour certains, mais est-ce que ça risque pas d'être pire au contraire, la situation? Davia Wadia? Je ne saurais pas répondre à cette question. Arwan, Gourier? Ce qu'on constate, c'est que dans les plus petites structures, les équipes connaissent un peu mieux les élèves, sont plus proches des élèves, sont souvent un peu plus impliquées dans les dispositifs de devoirs faits, de suivi. La relation avec le chef d'établissement peut être un peu différente. Donc ce dispositif peut amener à être accepté et à répondre à un besoin sans trop de difficultés. Après, il y a la question de la proximité des écoles. Si les écoles sont suffisamment proches pour que les professeurs du premier degré puissent faire le renforcement de 6e français-mathématiques, ça posera moins de problèmes. Mais si on est vraiment dans une école très éloignée, on n'aura personne sur ces missions. Et on parlait tout à l'heure des textes qui sont tombés dans l'été. C'est vrai que ces textes ont amené des nouveautés par rapport à ce qui avait été dit avant dans les négociations, qu'on a découvertes dans les textes, notamment le fait que le renforcement 6e en français mathématiques est réservé aux professeurs du premier degré. Ça veut dire que les professeurs du collège ne sont pas censés faire ces heures. Et là où il n'y aura pas de volontaires, il n'y aura pas de renforcement à l'heure actuelle, sauf revirement du ministère, qui sera peut-être obligé de changer de dogme dans quelques semaines. Donc c'est une propre contradiction finalement interne. Et oui, je pense qu'ils se sont rendus compte en cours de route qu'il n'y avait pas assez de missions disponibles pour les demandes des professeurs du premier degré. Ils avaient sans doute peur aussi que les professeurs du second degré soient très demandeurs de ces heures en 6e, qui peuvent être un peu simples à mettre en place et qu'ils privent les professeurs. Donc ils ont créé une sorte de sanctuarisation. Et là, c'est la théorie. Dans la pratique, ça va probablement se passer beaucoup moins bien. On parlait tout à l'heure d'un point qui était assez intéressant, ce aussi, enfin, en plus des autres bien entendu, qui est le point de la différence entre les hommes et les femmes. Vous l'avez constaté, c'est un retour aussi des enseignants? Alors, oui, effectivement. Alors, c'est des échanges qu'on a pu avoir avec des enseignants, des représentants syndicaux, etc., qui montrent effectivement que c'est un risque qui existe réellement. Parce que, voilà, on le sait, au niveau de la charge domestique, souvent c'est les femmes qui sont en charge des enfants, etc. En tout cas, ça met un frein. Ça ne veut pas dire que les femmes ne vont pas aller sur ces missions, mais on le sait, ça va mettre un frein entre celles qui ont des contraintes par ailleurs, donc qui ne pourront pas prendre ces missions. Ça crée un biais qui est déjà à peu près tangible, en tout cas auprès de la communauté enseignante. Et côté élèves, c'est... à votre avis, un poids aussi de devoir changer de prof comme ça du jour au lendemain, ou c'est plutôt au contraire rassurant de se dire qu'il y a quand même un prof qui donne cours et qui poursuit le programme? Là, les élèves sont souvent assez souples pour s'habituer. C'est sûr que c'est un peu nouveau, c'est un peu original pour eux, mais je ne doute pas que ça ne leur posera pas de difficultés à moyen terme. Et on parlait de l'inégalité pour les femmes. Il y a un point aussi qu'on peut rajouter là-dessus, c'est que le corps du premier degré est beaucoup plus féminisé. Il y a beaucoup plus de professeurs femmes que d'hommes dans les écoles maternelles et primaires. Et donc, le fait que les missions soient moins faciles à obtenir pour elles fait que, de facto, il y aura effectivement plus de professeurs femmes qui auront moins de missions à l'arrivée. Donc c'est un prof devant chaque élève à tout prix, c'est ça? Oui, alors peut-être qu'on peut quand même rappeler, parce qu'on parle beaucoup absence de professeurs, et nous-mêmes on fortifie un mythe du professeur absent. Donc rappelons quelques vérités chiffrées. Les enseignants sont parmi les fonctionnaires les moins absents. Ils ont le taux de présentéisme quasiment le plus fort de tous les corps de la fonction publique, mais leurs absences se remarquent plus, parce que quand un professeur est absent, évidemment c'est une classe de 30-32 élèves, et c'est 4-6 classes différentes parfois dans une même journée qui voient une journée d'absence pour le professeur. Donc ça entraîne beaucoup plus de visibilité, et donc là-dessus, il faut remettre les choses en place. Et souvent, les absences de professeurs, il y a une grande partie qui sont des absences fonctionnelles, parce que le professeur doit faire des stages, doit se former, doit accompagner un voyage scolaire, une sortie, et donc ce ne sont pas des absences qui sont liées à une désertion du métier. Il faut bien le replacer dans ce cadre-là. Et je crois d'ailleurs que les citoyens français sont assez solidaires justement avec la situation des enseignants aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Davia Wadia, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du journal L'Étudiant, du très bon journal L'Étudiant. Merci beaucoup d'être là. Norman Gourrier, merci également. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, secrétaire général du syndicat national des collèges et des lycées. On marque une courte pause, on se retrouve. Back to le Grand JT l'éducation. Let's go now en fort de bons points. Vous voyez, mon anglais est parfait. Incroyable. Mon English, yes. C'est un secret pour personne. La France n'est pas un très bon élève en anglais, encore moins sur l'accent. D'après un dernier rapport qui date de 2022, eh bien, l'Hexagone est classé 34e sur 111 pays. Vous avez un bon niveau d'anglais, vous ou pas? Je l'ai eu très tard en réalité. Malheureusement, j'ai pas eu de très bons profs au collège qui n'ont pas donné envie. C'est la faute des autres, bah oui. Et oui, et donc j'ai beaucoup progressé au lycée en revanche. D'accord, bah oui, c'est la faute à... forcément. En tout cas, pour les autres, donc, puisque nous avons donc un bilingue, pas de panique, des solutions existent pour progresser et pourquoi pas devenir bilingue as we are, of course. J'accueille Paul Marzaioli, auteur du livre I Do Speak English, les 100 leçons incontournables pour progresser en anglais aux éditions Marabout. Est-ce que vous avez lancé une plateforme, Anglais France, et vous faites également des posts et vidéos sur les réseaux sociaux qu'on va retrouver bien sûr. Comment déjà vous avez appris l'anglais, vous, de votre côté, Paul? Bonjour, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, l'anglais, ça a été, on va dire, un petit peu en 2 étapes. C'est vrai que j'étais pas très bon non plus à l'école. Même à vrai dire, dans les derniers de la classe, j'étais très timide. Donc j'ai appris l'anglais tout seul à la maison, avec des méthodes que j'ai développées moi-même, et également en partant aux États-Unis. J'ai eu la chance de pouvoir faire 1 an en étudiant d'échange, en tant qu'étudiant d'échange, en Caroline du Nord aux États-Unis quand j'étais au lycée. Mais vous êtes un modèle de motivation, c'est-à-dire que chez vous seul, vous avez dit « j'y arrive pas, donc je vais trouver ma méthode à moi ». Vous avez quel âge? J'ai essayé pas mal de choses. Bon, j'imagine un petit peu comme tout le monde, j'ai cherché sur Internet, j'ai tapé comment apprendre l'anglais, j'ai regardé un petit peu tous les sites qui existaient. Et j'ai mis en place, quelques méthodes un petit peu à la maison, dans un premier temps, tout seul, pour pouvoir progresser. Mais j'étais quand même très timide, donc c'était vraiment quand même concentré sur, on va dire, la grammaire, sur les verbes irréguliers, un petit peu les bases, qui m'ont beaucoup servi quand je suis arrivé, du coup, aux États-Unis. Alors, quelle méthode? Des exemples? Oui, c'est une méthode un peu, on va dire, de pratique, c'est-à-dire de régularité, c'est-à-dire que tous les jours, je me demandais qu'est-ce que je vais faire, c'était écouter des films, apprendre des verbes irréguliers, utiliser des applications. C'était plus une méthode de régularité, axée là-dessus dans un premier temps. Je commençais, donc je débutais. Et le voyage en Caroline du Nord, vous aviez quel âge? Alors j'avais 16 ans. D'accord. J'avais 16 ans. Votre niveau d'anglais était approximatif ou déjà vous commenciez à vraiment bien vous exprimer? Alors non, il était plutôt assez faible. Il était assez faible surtout à l'oral, c'est-à-dire que j'avais un gros écart entre l'oral et l'écrit, ce qui est un petit peu quand même assez commun, on va dire, pour l'ensemble des Français, ce que je vois par rapport à mes abonnés que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un écart entre l'écrit et l'oral, et donc moi c'était le cas forcément, c'est-à-dire que j'étais plutôt assez à l'aise à l'écrit, je pouvais écrire, je pouvais comprendre, quand on me parlait je comprenais, mais j'étais incapable de sortir des phrases en fait, de discuter, d'avoir une conversation avec des gens, donc ça a été un petit peu la grosse difficulté que j'ai eue en arrivant là-bas, mais j'avais quand même déjà des bases correctes, on va dire, en grammaire notamment. Mais alors comment vous êtes débrouillé? Parce que pour tous ceux qui nous regardent justement et qui prévoient de partir aux États-Unis ou ailleurs, en Angleterre, comment on fait pour communiquer lorsqu'on ne maîtrise pas une langue? Eh bien, on apprend les bases, on apprend les phrases, on va dire, utiles de la vie de tous les jours. Alors ça dépend où on va et l'objectif, mais concrètement, ce que je recommande vraiment, c'est d'apprendre les bases, les phrases utiles. Par exemple, comment commander quelque chose au restaurant, comment enregistrer un bagage à l'aéroport, ce genre de choses. Donc, apprendre une centaine de phrases utiles. Donc, commencer par ceci si vraiment on a un niveau très faible. Et évidemment, apprendre quand même quelques bases de grammaire, comme par exemple les verbes irréguliers, connaître également les temps de base, du présent continu, le prétérit, ce genre de choses. Mais commencer vraiment par ce qui est le plus simple. C'est valable pour toutes les langues, en fait. En quoi votre méthode est plus efficace qu'une autre? Elle n'est pas forcément plus efficace, en fait. C'est justement ce que j'ai remarqué sur Internet. Il y a plein de méthodes qui existent et en fait, elles fonctionnent presque toutes. Et la réalité, c'est plutôt que c'est chacun, en fonction de sa motivation et de la régularité à laquelle on applique les méthodes. C'est ça qui fait qu'on a vraiment des résultats, plus qu'on va dire la méthode en soi-même. Donc, il y a pas mal de méthodes qui fonctionnent, c'est vrai.
Mais après, c'est vraiment chacun qui doit vraiment prendre le temps de mettre en place ce que la méthode propose. Sinon, finalement, ça n'apporte pas de résultat. Loïc. Il y a quand même quelque chose qui est rassurant, c'est qu'on a vu le classement tout à l'heure de la France aujourd'hui. Il était à peu près le même à mon époque, donc il y a 25 ans quand j'étais au lycée. 34e sur 111. Ouais. Comment est-ce qu'on explique que finalement, à travers les âges, la France reste malgré tout et malgré tous les efforts qu'on met sur l'anglais, une nation faible en termes d'anglais? Comment ça peut s'expliquer de façon palpable? Alors moi, je pense que c'est dû un petit peu à la méthode qui est mise en place à l'école. C'est vraiment une méthode qui est axée, on va dire, sur les bases, apprendre les bases de grammaire, mais qui manque beaucoup de pratique. C'est-à-dire, ce que je remarque, c'est que les gens ont souvent un meilleur niveau de grammaire et à l'écrit, en fait, tout simplement, qu'à l'oral. Et c'est vraiment, je pense, la façon dont on met en place les cours qui sont vraiment axés sur de l'écrit, et on manque de pratique en petits groupes, par exemple. Alors, ça existe, bien évidemment, mais je pense que c'est surtout la pratique qui manque et qui permettrait d'améliorer notre classement, quoi, tout simplement. Commencer l'anglais très tôt, dès le plus jeune âge aussi, peut-être? Ah bien sûr, de toute façon, les bébés, quand on est, on apprend une langue en l'écoutant, en répétant des mots. Donc effectivement, plus on commence tôt, plus on a de résultats et plus c'est utile, bien sûr. Conseiller à nos ados de regarder tous les films en VO aussi? Bien sûr. Bien. Même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave? Alors dans un premier temps, évidemment, si on ne comprend pas bien, idéalement, c'est de commencer sur des films qu'on a déjà vus en français. C'est toujours mieux. Et sinon, après, sur des nouveaux films, peut-être mettre les sous-titres d'abord dans un premier temps et y aller petit à petit. Évidemment, faut pas. L'objectif étant de ne pas se frustrer, on va dire, dans son apprentissage. VO sous-titré en français et puis très vite VO sous-titré en anglais? C'est ça, c'est l'idée. D'accord, mais pour vous, ce qui est assez étonnant, j'aurais pensé par exemple qu'il était plus facile de parler que d'écrire. Pour vous, ça a été l'inverse. Et vous dites que c'est souvent le cas? Ça a été l'inverse et j'ai remarqué que c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors après, il y a parler et parler, bien évidemment. Il y a parler, c'est-à-dire de faire quelques phrases de base comme on fait à l'école, donc c'est souvent assez facile. Par contre, quand on se retrouve dans une conversation un peu plus longue, en tête-à-tête avec un natif notamment, ça devient beaucoup plus délicat parce qu'on n'a pas les automatismes, on va dire, qu'on aurait dans une conversation normale en français, dans une langue que l'on maîtrise un peu plus. Donc, c'est pas. Il y a autre chose qu'on a remarqué, et je pense qu'on a tous éprouvé quand on était en classe, c'est le jugement, c'est l'œil de l'autre. Quand on se met à parler en anglais, en espagnol, en italien, peu importe, il y a toujours une sorte à la fois de jalousie, de compétition, et donc ça inhibe énormément. À la fin, on n'a plus envie d'aller à l'oral parce qu'on sait qu'on va se moquer, ou on va dire « Ah, mais toi, tu parles vraiment bien anglais, etc. » Comment est-ce qu'on peut agir sur ces biais cognitifs extrêmement bêtes de l'adolescence pour que finalement on ne soit plus renfermé, qu'on ait envie justement de se dire ouais mais en fait je parle anglais et c'est trop cool et il n'y a plus ces yeux-là. C'est vrai que c'est un problème assez récurrent que j'ai eu. Ça a été ma plus grosse difficulté quand j'étais au collège et au lycée. Vraiment le jugement, la peur de parler à l'oral par rapport aux autres. Donc pour ça, vraiment, ce que je recommande, c'est de parler avec des gens avec qui on a confiance, de parler déjà tout seul dans un premier temps, par exemple de s'enregistrer chez soi, en répétant simplement des phrases qu'on peut entendre dans un film, dans une série ou sur une vidéo YouTube, peu importe. Vraiment de parler tout seul, puis après de parler avec des gens avec qui on a confiance pour en gros gagner cette confiance justement et pouvoir au fur et à mesure après parler à des gens avec qui on parlerait un petit peu moins, voire même en classe. Mais vraiment, pour les gens les plus timides, c'est d'y aller progressivement et de commencer tout seul pour d'abord se rassurer et après aller vers les autres. Bien justement, toutes les astuces pour pouvoir avoir un anglais impeccable, absolument parfait. Vous êtes donc Paul Marzaioli, auteur du livre I Do Speak English, les 100 leçons incontournables pour progresser en anglais, aux éditions Marabout, évidemment livre qu'on peut retrouver partout. Et puis la plateforme que vous avez lancée et qui marche plutôt bien, Anglais France, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Facilement connectable, enfin... connectable. Trouvable sur Internet. On se connecte comment? Sur Instagram, anglais.france et sur TikTok également. On cumule à peu près pour presque 1 million d'abonnés. Parfait, bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, I Do Speak English, les 100 leçons incontournables pour progresser en anglais, édition Marabout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est à vous, Loïc.
Loïc, pour cette rentrée, vous nous proposez un nouveau rendez-vous qui va dorénavant s'installer chaque vendredi, une chronique pour avoir plein d'idées de sorties culturelles pour ce week-end, mais aussi la semaine à venir. Eh oui, c'est pour les parents, leurs enfants, les personnels éducatifs, les enseignants. Et on va commencer pour ceux qui habitent vers la Normandie et les régions limitrophes, puisque je vous propose cette exposition « S'habiller pour l'école » au Musée national de l'éducation de Rouen. C'est jusqu'au 31 mars 2024 et c'est le fruit quand même d'un travail assez incroyable de l'équipe du musée qui a cherché et trouvé 250 vêtements, objets et documents anciens pour retracer l'histoire et la place du vêtement scolaire. Ça va vous confirmer notamment ce que je vous ai raconté dans une chronique il y a quelques semaines, voire quelques mois. C'est que contrairement à ce qu'on pense, l'uniforme a été très peu porté en France, en tout cas dans l'école publique. Vous verrez également des tenues du 19e siècle, du début 20e jusqu'à nos jours. Et puis vous allez mieux comprendre aussi que le vêtement est un vecteur d'apprentissage dès le plus jeune âge. Parce qu'en fait, enfiler un t-shirt, faire des lacets, eh bien, c'est de la motricité fine. Et on y pense assez peu. Et on va trouver également dans cette expo des vêtements de professeurs, d'enseignants. Et là encore, c'est très intéressant de voir les différences entre les différents régimes politiques, les époques. C'est donc au musée de l'éducation de Rouen jusqu'en mars 2024. C'est marrant que ce soit concomitant avec ce débat sur l'uniforme. C'est marrant que j'ai choisi ça, comme de par hasard. Alors, on file en Allemagne maintenant pour un événement qui rassemble les plus grandes entreprises européennes de l'EdTech. Alors là, je ne vous propose pas d'y aller, quoique, si vous êtes de grands passionnés, vous pouvez prendre votre billet tout de suite. Ça se passe les 12 et 13 septembre à Bielefeld. J'ai fait espagnol, deuxième langue, je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est entre Münster et Hanovre. C'est un salon qui rassemble tous ceux qui font grandir l'école et l'éducation au sens large avec des solutions numériques innovantes. Il y a plus de 1000 entrepreneurs venus de 20 pays qui sont attendus. Et vous pouvez suivre ce salon, ces conférences, ces masterclass, ces grands moments sur le site internet de l'événement, mais aussi sur les réseaux sociaux pour découvrir donc l'école de demain et plein de belles idées. Donc si on va à Paris cette fois-ci, on a plusieurs événements cinéma et science-fiction pour les enfants. Oui, c'est au Forum des images, c'est au Halles, donc à Paris, du 10 septembre au 20 décembre. Ça s'appelle Ciné Kids, vers l'infini et au cinéma. 29 séances dédiées aux enfants de 18 mois à 8 ans autour de la science-fiction. C'est les mercredis et les dimanches. Un film suivi d'une animation et d'un goûter. Il y a aussi des avant-premières, des ateliers philo, des séances spéciales qui sont proposées. Et pour fêter l'ouverture de la saison, eh bien, il y a l'avant-première du film Les Tout Rouges et les Tout Bleus. C'est ce dimanche 10 septembre à 10h30. L'histoire d'un amour impossible entre deux personnages que tout oppose. Et c'est un événement qui sera accompagné de différentes animations et surprises pour petits et grands. On termine toujours au cinéma avec un film sur l'école. Un métier sérieux, réalisé par Thomas Lilti. C'est en salle ce mercredi 13 septembre. On va regarder la bande-annonce et puis on en parle après. Ouais, pas tout ça le temps. Allez, vous asseoir. Arrête, tu descends. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer? Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux. Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. C'est donc clairement une fiction, mais on pourrait presque dire qu'il y a un traitement documentaire, non? Oui, ça c'est la marque de fabrique de Thomas Lilti qui avait réalisé Hippocrate, médecin de campagne ou encore Première année. Et comme c'est un ancien médecin généraliste, il s'est attaché à fictionner le réel. C'est vraiment sa patte, donc à montrer la réalité du monde médical à travers des histoires imaginées, mais très imprégnées évidemment. Ah oui, on ne parle pas de prof, là on parle d'un médecin. Là pour l'instant, oui, parce que c'est ce qu'il a fait jusqu'ici. D'accord. Mais justement, là, il s'attaque au monde de l'éducation parce qu'autour de lui, il a beaucoup d'enseignants. Donc, il a aussi écouté tout ce qui se passait, tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas. Et donc, il nous montre une réalité dans un collège avec toutes les problématiques qu'on peut connaître liées à l'éducation. Il a voulu questionner dans ce film la question de l'engagement, de la vocation, de ce feu intérieur qui pousse tous ces hommes et toutes ces femmes à consacrer leur temps et leur énergie pour le bien de nos enfants. Et oui, avec un casting en plus sacrément sérieux, là. 5 étoiles. Ouais, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Louise Bourgoin, William Legbill, Bouli Lanners, entre autres. Dans le film, on vit donc le quotidien d'un collège avec tout ce que ça comporte, d'élèves turbulents, de cours un peu mous, de frustration, d'incompréhension, de remise en question, mais aussi d'espoir et d'amitié entre les enseignants. Toi, t'as toujours eu la vocation? Personne n'a là au début.
qu'il arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. Vous savez s'il y a des frites? C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Ça a toujours été le jeudi. Eh, les frites, c'est le mardi? Voilà. Mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé. Un métier sérieux de Thomas Lilti, c'est au cinéma ce mercredi 13 septembre. Merci Loïc, c'est sympa cette petite chronique du vendredi. J'ai hâte de vendredi prochain aussi. Merci. Eh bien, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est le chanteur, mannequin et comédien Stanislas Rittner. Bon, si t'es d'accord, on va attaquer la dernière partie de l'émission, Bien qui sûr. est vraiment consacrée à l'école. Bon, toi, ça fait pas si longtemps que ça que tu l'as quitté. Ouais, ça fait 5 ans. Ouais, 5-6 ans. Si tu pouvais changer quelque chose aujourd'hui dans l'école française, ce serait quoi? N'importe quoi, tout ce que tu veux. Moi, je pense qu'il faudrait, en tout cas pour moi, ça a été très bénéfique le fait que le sport soit beaucoup mis en avant. Et je pense que... Ouais, toi, tu avais une particularité avec Ouais, l'école. mais je pense réellement, et c'est ce qu'ils font à l'étranger, moi, je me souviens d'avoir été d'un voyage scolaire où j'étais en Allemagne. Et en Allemagne, ils avaient cours le matin et des activités sportives l'après-midi. Et je trouve ça super parce que ça crée un lien avec les profs. Qui participent ou pas aux activités, ça crée un lien avec les élèves et en fait on est dans un autre cadre. Et exactement. Et le moment où on doit travailler, on est plus sérieux puisqu'on ça y est, on s'est amusé, on a joué tous ensemble. Surtout pour toi qui on s'est défoulé. Ouais, exactement. Et en fait, des problèmes de concentration que moi j'avais, je passais mon temps à gesticuler quand j'étais. Mais en fait, ça permet de canaliser et je trouve que c'est hyper important. Donc, mettre les activités physiques, sportives plus en avant, je pense que ça serait un truc pas mal. Ou du moins d'avoir une autre façon de penser les choses et les journées. L'école de demain, pour toi, tu la vois comment? L'école de demain, je la vois comment? Je la vois avec déjà, je pense, des élèves, et ça, c'est ce que j'espère, plus respectueux vis-à-vis des gens qu'ils ont envers eux. Il y en a qui sont très respectueux, mais je pense que c'est quelque chose qui se perd. Il y a un truc qui se perd, il y a un manque de respect. L'éducation, en fait. Ouais, je ne sais pas si ça vient de l'éducation, mais on est dans une ère où les jeunes, aujourd'hui, veulent tout avoir très vite. Et toi aussi, tu as voulu. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup attendu. Je trouve qu'il y a des notions qui se perdent, la notion du travail, quoi. Exactement. Cette hargne de ne jamais lâcher. Et on met souvent en avant, c'est comme si on a un iceberg et qu'on met la belle partie, mais en fait, tout le dessous de l'iceberg, il est sous l'eau. Je voudrais qu'on parle plus de ça, en fait. Ouais, et en fait, juste leur expliquer qu'il n'y a rien sans rien. Mais après, je pense que c'est une question de génération aussi. Moi, je le vois... Non, mais... On dirait que tu étais non, mais avec toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai eu la chance d'être prof de danse. Et nous, à l'époque, quand moi, j'étais élève et que j'apprenais la danse, mais je lâchais rien. Et s'il fallait répéter 50 fois ce truc ou 3000 fois, je le faisais. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a des générations où, tant que ça vient pas, j'abandonne, je lâche. C'est que c'est pas fait pour moi. Tu parles de danse, plus d'accès à la musique et à l'art en général aussi, peut-être? Ouais, je pense aussi, puisque ce qu'on veut, c'est être famous. Et moi, je pense que c'est ma vision de la chose, travailler pour perdurer. Et souvent, on peut avoir tout très vite, mais le jour où ça retombe, ça redescend aussi vite que c'est arrivé. Donc le but, c'est moi, en tout cas, mon but, c'est de perdurer. Et je pense que d'avoir cette mentalité au niveau des jeunes, de leur dire perdure, travaille, prends le temps que ça faudra, mais le jour où ça arrivera, pour toi, tu seras très fier. On parle beaucoup de harcèlement à l'école. Est-ce que toi, tu en as été victime ou témoin? J'ai eu la chance d'avoir un grand frère. Donc au collège, je l'ai été rapidement embêté, on va dire. Harceler, c'est fort, c'est un mot très fort. Donc je ne peux pas dire harceler, mais on m'a embêté. Parce que j'avais les cheveux longs, parce que je dansais. Et en fait, je ne me suis pas laissé avoir. J'ai toujours eu, même si je n'avais pas 15 000 potes, j'avais toujours 2 ou 3 potes qui étaient derrière moi. Et notamment ce fait de danser, on me disait souvent au collège, t'es la danseuse, t'es machin, c'est pas, tu vois. On te met un peu de côté. Ouais. Et le jour où je suis arrivé, que j'ai commencé à faire des figures de break, etc., là, tu sais, ils commencent à changer leur fusil d'épaule. Donc, il y a vraiment... mais je pense que c'est une question d'éducation, tout ce harcèlement, il faut oser parler surtout. Il faut oser parler quand on se fait harceler. Donc toi, t'en avais parlé à ton grand frère? J'en ai parlé à mon grand frère, il l'a vu. Je l'ai même dit à mes parents, il y a un jeune, il m'embête. Et mon grand frère a été le voir le jour où ça s'est fait, quelques jours après. Et ça ne s'est plus jamais fait.
Mais après, moi aussi, je me suis armé pour pas avoir peur de le dire. J'ai toujours parlé à mes parents et j'ai jamais eu peur de leur dire les choses, mais que ce soit des bêtises ou autres. Hein. Je suis pas fumeur, mais le jour où j'ai voulu tester la cigarette, je leur ai dit. Parce que pour moi, si tu interdis quelque chose, dans tous les cas, un jour tu le feras. Parce que ce côté de l'interdit chez l'être humain, on a envie de le dépasser. C'est un peu. Il y a déjà beaucoup de maturité, de réflexion, même très jeune en fait. Ouais, je pense que c'est aussi mes parents qui m'ont aidé à réfléchir de cette façon et qui m'ont inculqué ces valeurs. Donc je les remercie. Et puis après, c'est des prises de conscience, c'est du recul, c'est du vécu et tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est déjà la fin de l'émission. C'est trop vite. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika. Et on vous retrouve donc lundi. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Il y a un piège que j'ignorais sur la punition et que j'ai découvert en lisant Kasdine, c'est qu'il y a une forme d'addiction aussi du côté de celui qui punit ou de celle qui punit, qui fait que plus on punit, plus on a envie de punir parce qu'on se fait du bien. Oui, en fait, disons, si on crie sur l'enfant, tout de suite il s'arrête. Et donc là, on se dit, ça marche. On a en quelque sorte une récompense immédiate du comportement autoritaire qu'on vient d'avoir. Et du coup, notre cerveau, il apprend cette association et il est incité la prochaine fois à réagir de la même manière. Donc on tombe dans ce que Kasdine appelle la trappe à punition. La trappe à punition, c'est comme les trappes de pauvreté en économie, il y a les trappes à punition. Elles empêchent aussi les punitions, le raisonnement moral, les punitions ou les ordres très autoritaires, non expliqués, l'arbitraire en quelque sorte. Ce qu'il faut, c'est éviter l'arbitraire. Oui, disons, c'est pas qu'elles empêchent le raisonnement, mais en tout cas, elles n'enseignent rien. C'est ça. Voilà, quand on punit l'enfant, il n'apprend strictement rien. Si on veut que l'enfant acquiert des principes moraux, il faut lui enseigner explicitement. Et si on veut qu'il adopte des comportements moraux, non seulement il faut lui enseigner, mais s'il a du mal à les adopter, il faut éventuellement l'entraîner un petit peu et puis le récompenser quand il y arrive. Et petit à petit, on arrive à modeler son comportement dans la direction désirée. Ce que vous avez donc inventé, c'est un nouveau format, c'est ça, qui s'adapte aux enfants ? Exactement. Le format de lecture, on lit depuis des centaines d'années, des milliers d'années. Le support de lecture a toujours évolué. On est passé des tablettes de cire, ensuite au parchemin, puis au livre imprimé, puis aux versions poche. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Et c'est exactement ce que nous faisons sur le segment jeunesse, c'est-à-dire des 7-14 ans. C'est ça, j'allais vous demander à quel public vous vous adressez. Les parents, de leur côté, est-ce qu'ils ont un moyen de suivre justement les lectures de leurs enfants, leur progression ? Alors c'est la magie du numérique, on est capable de tenir tout le monde informé puisque tout ça est automatique. Donc on peut fournir à la fois des informations à l'enfant pour qu'il puisse suivre sa progression, donc il y a une forme de défi. Et puis on fournit des informations aux parents de manière à ce qu'ils puissent entretenir des discussions ensuite avec l'enfant. Par exemple, à la fin d'une semaine, le parent va avoir un mail avec les histoires qui ont été abordées, les personnages qui ont été rencontrés, les intrigues qui ont été découvertes par l'enfant. Ça permet de nourrir une discussion de façon simple. Vous l'avez dit, c'est la 3e année consécutive que vous faites cette initiative. Vous êtes d'ailleurs la première ville à le faire pendant 3 années consécutivement. Ça vous tenait à cœur ? Oui, pour nous, avec Martine Aubry, c'était vraiment une priorité il y a déjà maintenant donc 3 ans que de garantir l'égalité dans l'accès au savoir. Pour nous, l'école républicaine doit rester gratuite. Et au fur et à mesure des années, on a vu que les inégalités des listes de fournitures entre 2 classes, à l'intérieur même d'une école ou entre écoles, s'agrandissaient et les fournitures scolaires étaient de plus en plus source de discrimination sociale. Pour nous, c'était insupportable, alors même qu'on était déjà extrêmement mobilisés aux côtés des écoles pour faire en sorte que les enfants aient vraiment toutes les fournitures dont ils avaient besoin. On a donc mis en place un gros travail avec l'éducation nationale pour, moyennant un budget conséquent, puisqu'il s'agit pour la seule ville de Lille d'un budget annuel de 645 000 €, garantir le fait que dans plus aucune école de Lille, il n'y ait de liste de fournitures. Donc c'est une priorité sociale, c'est un enjeu de justice sociale, et puis c'est aussi un enjeu écologique parce que en prenant les commandes des enseignants, puisque c'est la ville de Lille qui commande directement toutes les fournitures dont ils vont avoir besoin pendant l'année, on les encourage à choisir des labels
écologiques, c'est-à-dire des fournitures à un faible impact environnemental. Et puis, on travaille avec eux également pour que soient vulgariser, approprier des pratiques de consommation plus durables, c'est-à-dire comment est-ce que des fournitures peuvent être mutualisées par exemple, comment est-ce qu'on peut moins consommer certaines fournitures, comment est-ce que quelles sont nos pratiques qui vont nous permettre d'être moins consommateurs. Et finalement à l'école, c'est aussi en apprenant d'autres manières de consommer qu'on devient un citoyen éco-responsable. Ça consiste en quoi alors, j'allais dire le vrai time-out? Alors, ça consiste à isoler l'enfant brièvement des relations avec les autres et disons des stimuli qui peuvent le divertir. Donc voilà, on le met pas devant la télé, voilà, ni devant un livre. On le met soit dans sa chambre, soit dans un coin de la pièce, enfin dans un endroit où il va rester tranquille sans rien faire. Et ça doit durer entre 1 et 5 minutes maximum. Voilà, c'est ce que j'allais souligner ce terme. Quand vous dites brièvement, c'est vraiment brièvement, c'est pas une demi-heure. Et on ne se fait pas d'illusions, c'est pas le moment que l'enfant va choisir pour avoir une réflexion très profonde sur ce qu'il vient de faire ou pas. C'est pas le but du jeu. Non, ça sert pas à réfléchir, ça sert simplement à interrompre. À faire descendre la température, quoi. C'est une forme de punition, et de tout l'éventail des punitions disponibles, c'est la moins sévère. Et donc c'est pour ça que c'est la seule que dans le courant de l'éducation positive, on s'autorise encore à donner. C'est une punition peu sévère qui consiste juste à stopper la situation qui est dérangeante et couper les stimulations qui pourraient renforcer le comportement de l'enfant. Parce que beaucoup d'enfants, quand ils ont un comportement un peu perturbateur, ils sont en fait en demande d'attention et en recherche de provocation. Et donc si on réagit en criant et en s'énervant, en fait, on renforce le comportement de l'enfant. Et donc, il faut s'obliger à arrêter ça et donc à calmer le jeu, à dire, voilà, toi, tu vas dans ton coin pendant 10 minutes, moi, je vais dans le mien pendant 2 minutes, et puis on se retrouve à la fin. Et après, une fois que... Et puis, en même temps, ça fait remonter un petit peu, ça fait baisser les émotions, etc. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis après, on se retrouve et on peut débriefer finalement la situation. Pourquoi est-ce qu'on s'est énervé? Qu'est-ce qui m'a pas plu dans ton comportement? Comment tu pourrais te comporter mieux la prochaine fois, etc. Donc c'est un ingrédient parmi d'autres de tout le panel des ingrédients éducatifs que propose l'éducation positive. C'est pas un truc isolé, on n'élève pas son enfant juste en lui disant « va dans ta chambre ». Exactement, c'était ça qui était un petit peu pénible dans le débat qui a eu lieu entre les pour et les contre le time-out. C'était finalement que c'était devenu le seul objet de la discussion, alors qu'en fait, effectivement, ça n'est qu'un outil dans une immense boîte à outils par laquelle on peut essayer de réguler le comportement de l'enfant. Charlotte Brun, Lille qui souhaite aussi, décidément, la municipalité qui est sur tout le front, être labellisée 100% éducation artistique et culturelle. Pourquoi cette labellisation que vous appelez de vos voeux, ça vous tient autant à cœur ? Nous avons effectivement demandé lors de notre dernier conseil municipal de pouvoir être labellisé territoire 100% EAC. En fait, à Lille, la culture fait partie de notre ADN. Alors, je ne dis pas ça uniquement pour votre collègue journaliste qui semble bien connaître le territoire lillois et sa braderie. La culture fait partie de notre ADN et depuis notre premier projet éducatif global que nous avons adopté en 2005, nous déployons dans le cadre du temps scolaire et pas uniquement dans le cadre du temps périscolaire énormément d'interventions culturelles avec des agents de la ville qui sont tout à la fois des intervenants des médiathèques, des professeurs d'éducation artistique et musicale, ce qu'on appelle des dumistes, mais également des professeurs de théâtre. Ils sont extrêmement mobilisés. On a 3 plans culturels qui interviennent donc sur tous les temps de l'enfant, sur le temps scolaire aux côtés de l'enseignant, mais aussi sur le temps périscolaire dans le cadre de clubs le midi. Et on a près de 9000 de nos 12 000 élèves qui tous les ans bénéficient de ces activités portées par nos agents. Sandrine Grégoire, vous étiez, vous l'avez dit, enseignante. Est-ce que vous avez constaté à l'époque, lorsque vous exerciez encore ce métier, une baisse de l'intérêt des élèves pour la lecture? Est-ce que ça a aussi contribué au lancement de cette nouvelle vie que vous menez maintenant et que dont vous allez nous parler dans un instant?
Donc, je vais peut-être, ça va peut-être vous paraître étonnant, mais non, en fait, on constate pas un désintérêt des enfants pour la lecture. Au contraire, c'est quelque chose, c'est vraiment une étape du développement. On a vraiment des enfants qui ont envie d'apprendre à lire. Par contre, ce qu'on constate sur le terrain en tant qu'enseignante et qui est à l'origine de Magic Éduc, c'est effectivement le fait que les enfants sont très enthousiastes, sont curieux d'apprendre, et quand ils se retrouvent à un échec ou à des difficultés, on les perd en fait, et il y a un déclenchement de blocage, et donc quelque part une incapacité qui s'explique parfois même d'un point de vue psychologique à apprendre à lire, et qui les met un peu en retard d'apprentissage, en difficulté. Et ça, c'est une lutte importante, parce que la lecture, on en a besoin. On en a besoin pour apprendre, pour s'éveiller au monde, pour découvrir, et ça, on ne peut pas en faire l'économie. Donc Magic Éduc, effectivement, c'est le résultat de ce constat que des enfants sont parfois en situation d'échec et qu'on ne peut pas les laisser en situation d'échec, et le constat que le numérique, par son attractivité, par son effet de mode aussi, est un moyen de raccrocher des élèves décrocheurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox, et évidemment schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Elles sont nombreuses, je crois qu'on a près de 200 émissions, et donc autant de sujets passionnants, intéressants, et d'invités exemplaires, je pourrais dire. Aujourd'hui, je remercie 1000 fois toute l'équipe. À la réalisation, c'est Ulysse Touret, au son Thibaut Goury-Lafont, au maquillage Laure Eudemont et Laura Girard, et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous, et surtout un énorme bisou à Loïc Landreau. Oh, c'est pour moi, un grand merci. Mais évidemment. Je pensais que vous m'aviez oublié, j'étais tout triste. Mais non, c'est parce que c'est la chronique. C'est la chronique du vendredi, je l'ai trouvée géniale. Et donc je me dis, on va retrouver cette chronique, voilà, et ça va être une merveille pendant toute l'année. Un grand merci. Merci, bonne soirée à tous. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.